Et là, je pense qu'on arrive aussi dans cette nouvelle révolution qui va engendrer certainement un choc très important dans le travail. Donc les gens qui vous disent que l'IA ne va pas tout bouleverser ou qui ne va pas changer le travail, je pense qu'ils ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui sont à risque. Beaucoup de métiers qui sont à risque. Même si les gens adoptent l'usage des technologies, adoptent l'usage de l'IA Gen AI, on voit dans nos métiers au quotidien, les choses vont beaucoup plus vite. Utilisant la Gen AI au quotidien, on sent que ça va beaucoup plus vite. Et en fait, la question qui vient derrière, c'est quel va l'impact sociétal de ça. Et moi, c'est un sujet qui est beaucoup plus profond, qui est la révolution industrielle de la Gen AI. C'est quelle position on peut avoir pour créer des IA qui nous apporteront sociétalement, donc dans notre société, et qui apporteront justement plus qui soutiendront une révolution industrielle et qui nous aideront dans ça en tant qu'humains et de société. Et là, c'est plutôt un risque. C'est une méga trend de risque. Il y a deux boosters incroyables, mais il y a une méga trend de risque. Et ça, c'est les entreprises qui vont devoir subir un choc très important. C'est qu'est-ce que tu fais de 5000 conseillers pour lesquels une bonne partie de leur process, tu vas pouvoir les automatiser. Alors, vous pourrez toujours dire oui, mais non, ils vont être augmentés par la Gen AI et les AI, etc. Mais si vous faites les calculs, c'est sûr qu'il y aura des choix d'organisation où il n'y aura pas de remplacement, pas d'option de renforcement de ces équipes. Et du coup, ça posera des questions. Quelles sont les transitions professionnelles pour toutes ces personnes ? Bonjour à tous, vous êtes sur Parabole, la communauté des passionnés de data, IA et product. Parabole, c'est la communauté pour rendre l'accès aux meilleurs insights plus fluide, plus humain et plus pertinent. Avec nos contenus interactifs, posez vos questions, participez au débat et dialoguez avec des leaders inspirants. Chez Parabole, on transforme l'information en clarté, le bruit en insight et les connexions en opportunités. Rejoignez la communauté dès maintenant sur parabole.space. Très bon épisode à tous. Je suis Alaïdine, Product Owner Data Platform, et avec moi Nicolas, expert en Product Management et Intelligence Artificielle. Bonjour à tous, merci pour l'invitation Aline. Moi je suis content, très heureux de rejoindre cette communauté. Je trouve que ça a beaucoup de valeur par rapport à nos activités, ce qu'on fait dans le produit l'IA. Et je pense que, en tout cas, pourquoi on l'a lancé et pourquoi on y croit, c'est qu'il y a une vraie opportunité, en tout cas quelque chose qui probablement manque sur le marché aujourd'hui, c'est une communauté d'experts, de professionnels qui du coup échangent sur des contenus qualitatifs, très qualitatifs, dans cet océan d'informations. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment noyé dans le quotidien, dans les médias, les grands médias, sur l'IA, sur les produits, sur les nouvelles solutions dans la tech. Et c'est très très compliqué de s'y retrouver. Et je pense que c'est pour ça que Parabole a sa place, en tout cas veut partager des choses. Et en tout cas, nous, on veut partager des choses sur Parabole. Et voilà, donc c'est l'idée de cette communauté. Nicolas, on se connaît depuis 2024. On s'est rencontrés chez LVMH sur des sujets différents. Bon, du coup, nous, on s'est rencontrés chez LVMH. J'ai un peu expliqué pourquoi, du comment est né tout ça. Mais toi, peut-être, est-ce que tu peux me dire quelle problématique tu rencontrais qui fait que Parabole fait du sens pour toi aujourd'hui, peut faire du sens et fait du sens pour toi aujourd'hui de faire ça? Pourquoi tu penses que ça peut t'apporter, ça peut apporter à d'autres personnes cette initiative? Absolument, je pense que Parabole peut véritablement en fait apporter une sorte de lanterne, être une lumière un petit peu dans cet amas d'informations. L'idée, c'est de sortir un petit peu de tout ce qui est jargon, parler voilà, entre product managers, mais aussi d'ouvrir l'idée que les produits de data, lorsqu'on travaille à réaliser ces produits-là, ce n'est pas seulement travailler que sur l'impact, ça peut être la partie technique, ça peut être la partie architecture, on a aussi de la data science. Et je pense que dans notre entourage, au travers des rencontres que l'on a pu faire aussi euh, dans cet environnement où on travaille tous les deux, on a pu rencontrer des profils qui étaient très intéressants et je pense qu'ils ont pas mal de choses à raconter au travers de leur parcours. Je pense que c'est la force qu'on voit au travers de cette communauté et ce concept, c'est d'avoir deux angles forts qui sont le produit, la data et l'IA, mais aussi de prendre le produit pas seulement sur un axe product manager qui est assez évident, mais aussi prendre des axes qui sont soit plus techniques, soit plus change, soit plus organisationnels. Et c'est ça aussi qui fait la force dans le produit. Aujourd'hui, le produit tire pas seulement des fonctionnalités, mais tire des changements culturels, tire des changements dans la manière de les construire techniquement. Et c'est l'objectif vraiment de Parabole, c'est
de partager des informations liées et du knowledge lié au product management sur la manière dont ça transforme la tech, dont ça transforme le produit en lui-même, la manière de faire du produit, et puis aussi la partie culturelle, technique qui va avec. Super. C'est très bien. Je pense qu'effectivement, on a des très belles choses à voir sur Parabole. Mais peut-être avant d'aller un peu plus sur les différentes thématiques et les sujets que l'on pourrait aborder au fur et à mesure des épisodes qui vont venir, veux-tu te présenter peut-être en quelques mots, Nicolas, ton parcours? En quelques mots, donc moi, la manière souvent dont je présente mon parcours, c'est j'ai fait une partie conseil dans mon historique et une partie vraiment plus produit. Même s'il y avait je faisais j'ai fait une partie de produit quand je faisais du conseil. Et, en fait, je l'ai fait dans des grands cabinets de conseil, plutôt sur des corporates. Voilà, accompagner surtout des gros projets avec des équipes qui étaient assez larges en taille, avec des scopes fonctionnels très importants. Et la deuxième partie de ma carrière, je l'ai fait plutôt dans le produit, corps produit, on va dire, dans les startups. Bien aujourd'hui, je reviens vers du corporate, dans le produit, mais ça a été vraiment les deux parties fortes de ma carrière. Et ça m'a énormément appris parce que il y a un truc que j'avais pas comme déclic, qui est marrant, je le partage là. En fait, quand tu fais du produit en conseil ou même en corporate, souvent l'angle que tu prends est très technique, projet, timeline, contraintes, risques, etc. Et c'est en fait en basculant, en bossant pour des startups, donc là j'ai eu la chance de bosser à l'international, où en fait tu dois focus par l'outcome. Et en fait c'est très très marrant de te rendre compte, enfin j'ai eu un déclic de penser produit. Et ça a vraiment déjà apporté une maturité dans la manière dont j'abordais tous les sujets, et aussi une vraie compréhension de ce qu'était le métier de produit et comment ça pouvait impacter les organisations et les utilisateurs et les clients, in fine, si vous travaillez pour des clients directs. Voilà, donc ça a été un pivot dans ma carrière. Et aujourd'hui, principalement du conseil pour des corporates, un monde que je connais particulièrement bien, ayant vu différents groupes, et principalement voilà, autour de la data et l'IA, qui a été le fil directeur de toute ma carrière. Super. Je sais aussi que tu as eu une expérience internationale, tu as eu un parcours aussi d'expatrié. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? De chauffage. Donc ça, tu pourras le garder au montage. Qui fait froid dans cette foutue salle. Il fait très froid dans cette salle. Donc c'est les premiers rushs, mais ça caille vraiment pour le coup. Donc, toi, tu as bossé à l'international aussi, pas d'ailleurs. Oui. Tu as travaillé où à l'international? À l'international. Alors moi j'ai fait 2 années en Angleterre. J'ai fait mes études en fait même en Angleterre, au UK, à Birmingham. l'université Birmingham. J'ai fait Aston University, donc j'ai fait un master là-bas en commerce international. Mais en fait, tu es parti du Maroc pour faire tes études à l'étranger Non, moi j'ai grandi en France depuis l'âge de 8-9 ans. Je pensais que tes parents étaient en France du coup. Oui. Ah, je pensais que tes parents étaient encore. Ils sont repartis au Maroc là, du coup. Oui, ma mère, elle est toujours là. Ok. Ouais. Ok. Une bonne partie de ma famille. Mais tu vas souvent au Maroc. C'est moins cher, c'est plus sympa. Il y a du soleil. Ça c'est sûr. Hein. Ça c'est clair. Pour le coup, tu vois, c'est pas mal. Ok. Mais oui, j'ai fait 2 années de BTS en alternance ici. Et une prof d'anglais qui me dit oui, est-ce que tu as envie... Il faut improve your English skills. Elle voyait en fait que j'avais déjà un bon niveau d'anglais. Elle me dit, est-ce que je connais une prof là qui va emmener un groupe d'élèves. Est-ce que ça t'intéresserait de tenter l'aventure au Royaume-Uni? Je lui dis ok, j'ai passé le TOEIC, j'ai vécu 2 ans là-bas. Mais effectivement, en expérience internationale, j'ai vécu aux Pays-Bas et au Luxembourg. Ok. Du coup, j'ai bossé pour KPMG. Ah, t'as fait KPMG Je suis un ancien de KPMG. Pas facile. Pas facile, mais au Luxembourg, du coup. Au Luxembourg. Ah ouais, mais du coup, plein d'évasion fiscale, plein de sujets comme ça. On travaillait plus sur de l'IT advisory, sur des sujets plus IT. Donc c'était la partie audit de KPMG du coup. Exactement, liée au secteur bancaire, parce qu'il y a énormément d'instituts financiers intéressant. sur place. Mais ouais, Ok, et puis une partie aussi d'expérience au Maroc où j'ai travaillé pour Orange Business Service. OBS, OBS. Qui a une grosse filiale en Nord-Afrique et tout, bien développée. Exactement, sur plein de sujets, donc de mise en place de produits, différents produits, data, plus de l'agilité aussi. J'ai pu former plus de 400 collaborateurs à Scrum, dans le dur, Kanban, etc. Et c'est marrant parce que, en fait, le prisme international,
ça t'apporte un accélérateur, pas tant dans la carrière, etc. Certes, c'est un impact, mais surtout dans la manière dont tu peux avoir de l'empathie pour tes utilisateurs et la compréhension. Parce qu'en fait, toi, tu es un peu désarçonné parce que tu dois focus plus sur ce qu'attendent les gens, leur compréhension. Et très naturellement, bah, tu dois plus les écouter parce que la compréhension est différente, culturelle, euh, linguistique. Et ça, je pense que c'est une force, pas seulement parce que tu as été dans différents environnements, une force vraiment dans le produit parce que tu arrives à être plus en pâte assez naturellement avec les utilisateurs. Voilà. Et moi, j'ai pas eu autant de parcours international que tu aies pu avoir, mais en tout cas, j'ai vécu en Asie, ça c'est sûr. Et ce qui est trop drôle dans mon parcours, alors je vais pas faire tout le détail, mais pourquoi j'ai atterri en Asie, c'est un ancien de Criteo un ancien des patrons de Criteo qui m'a identifié lors d'une soirée en Asie. Et on a parlé, il m'a dit tu devrais venir, etc. Et par parcours personnel, j'avais l'opportunité d'y aller. Et du coup j'ai travaillé là-bas, j'ai travaillé pour une startup. Alors ce qui est très drôle, c'est que en gros, donc je travaillais en conseil avant. Et là, je suis parti en Asie dans une fintech. En Asie, dans un pays plutôt en voie de développement, c'est pas forcément le terme qu'on utilise aujourd'hui, mais ça donne un peu l'idée, qui est les Philippines, donc qui n'est pas les pays les plus développés en Asie en termes technologiques et économiques. Du coup, startup, early stage, qui avait fait une première levée, mais très peu de tech à l'intérieur. Voilà, enfin un combo ultime de t'es pas à l'aise quoi. Première start-up, finance, pays en voie de développement. Bon, la langue c'était quand même anglophone donc ça va. Et en fait, j'ai passé un peu plus de 2 ans là-bas à les aider. Et puis en plus, au-delà de ça, il y a eu le Covid. Donc c'est un peu le combo ultime pour te dire ça va pas fonctionner, quoi. Et je suis assez. Moi, j'ai énormément adoré parce que ça m'a fait vraiment être super humble envers plein de choses, envers comment les gens travaillent culturellement, comment gérer des cultures différentes. Ça, j'ai énormément appris. Comment aussi la partie gérer un produit avec peu de moyens techniques, enfin technologiques en tout cas, peu de capacités technologiques. Euh, donc les startups, il n'y a pas que de la croissance produit par de la tech, il y a aussi de la growth par des capacités humaines, voilà, avec des opérations. C'est aussi un moyen de croissance. Et ça, je l'ai fait à l'international dans un contexte vraiment hyper enrichissant. Et ça a été mon expérience à l'international. Du coup, ce que je propose, c'est que on va un peu. Alors, Parabole, l'idée, c'est de parler quand même beaucoup de. En tout cas, l'angle fort du produit du moment, c'est la data et l'IA. Et on va parler probablement beaucoup de ce sujet-là. Pas forcément par l'angle technique, mais par les angles qui sont connexes. Donc, humain, transformation, produit, fonctionnalité, tout ce qui va avec. J'ai une première question pour toi, Alaé. C'est. Pour toi, c'est quoi les 3 trends, si tu dois en garder? Souvent, c'est ce qu'on dit plutôt à la fin, les 3 takeaways, mais là, on va plutôt l'inverser. C'est quoi les 3 trends, les 3 sujets chauds ou les 3 choses qui vont impacter 2025? On est déjà en 2025. En 2025, si tu dois en garder 3, lesquels tu garderais et pourquoi tu les garderais? C'est une très bonne question. Je pense que sur 2025, ce qui fait énormément de bruit là en ce moment, c'est tout ce qui est les agents IA, Mm. pour lesquels il y a une explosion. On a vu que OpenAI a annoncé l'arrivée de son agent opérateur. On a eu Replit aussi qui permet donc de créer des applications, des sites web juste à travers l'échange du text to application. Donc là, on a un opérateur qui commence à générer du code juste à travers du texte. On a aussi tous les produits de prototypage qui Mhm. permettent pour des product managers de pouvoir énormément nous faciliter la vie. Moi, je sais que sur des cas concrets, en travaillant avec des clients en phase de product discovery, ils ont besoin Mhm. d'aller sur des maquettes. Des maquettes, si on fait appel à des designers, ça peut aussi Mhm. valoir un coût. Et de pouvoir travailler avec des produits comme Lovable, qui est un produit aujourd'hui qui fonctionne extrêmement bien, qui permet de faire des maquettes cliquables
et faire des tests très rapidement pour savoir si on va dans la bonne direction avec nos users. Mm. C'est vraiment, ça change beaucoup la donne. Donc je dirais en premier lieu donc les agents IA, Mm. en deuxième lieu les produits de prototypage Accéléré, du coup. accélérés. Ouais. Euh, Au-delà de l'A/B testing, c'est vraiment tu prototypes très rapidement et sans Exactement. dépendance en tant que produit directement. Exactement. Mm. Et puis peut-être en troisième lieu, je voudrais parler de contenu, l'accélération du contenu en ligne qui existe, des partages qui se font. Il y a d'excellentes Ouais. newsletters. C'est vrai que Euh, c'est encore plus prédominant cette année avec l'IA générative. Hein. Avant, Absolument. on avait déjà beaucoup de contenu qui était créé, mais ces 2 dernières années, encore plus cette année, je pense, avec des outils qui génèrent le contenu de très bonne qualité, hein, que ce soit audio ou même vidéo, on arrive à un point de bascule qui est assez impressionnant. Absolument. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu sur LinkedIn, moi je vois énormément de posts de personnes dans mon réseau qui commencent un petit peu à se plaindre du fait qu'il y a énormément de choses générées par l'IA. Mais c'est catastrophique, quoi. Des c'est commentaires aussi. Bah oui, mais après, je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut. Enfin, soit tu ne fais pas de tri en amont, et du coup, tu prends toute information telle qu'elle, soit tu fais du tri en amont. Et c'est là où je pense qu'aussi on va avoir un peu les deux niveaux. Quand tu auras les gens un peu qui auront fait cette sélection, qui auront fait ces choix de qualité, d'aller creuser la qualité, ou soit tu resteras dans le mainstream qui sera probablement beaucoup d'IA générative, comme l'était un peu. Comme l'a été une première partie d'évolution du web, hein, où il y a eu une bascule avec les mass médias qui sont arrivés sur le web, qui ont commencé à faire des informations un peu spécialisées, mais qui, du coup, en parallèle, il y a eu des blogs, des médiums qui s'est lancé avec des contenus plus spécialisés, et les gens ont basculé sur ces contenus-là. Là, on arrive peut-être dans une troisième phase où, en gros, je te rejoins, il y a du contenu IAGN qui va être partout, et il y aura du contenu qualitatif supplémentaire qu'il faudra aller chercher, ailleurs. Alors moi je me souviens que tu as partagé sur le groupe WhatsApp, c'est pour ça que je suis en train de regarder Ouais. mon téléphone parce qu'il y a le groupe WhatsApp de Parabole Space, donc sur lequel tu as partagé une étude d'Anthropic Ah oui, sur le pourcentage d'utilisation aujourd'hui qui se Ouais. fait. Alors ils ont essayé d'anonymiser cette étude, mais en gros ce qu'on nous dit Anthropic qui est la boîte derrière Claude.ai, c'est que 40% de l'utilisation se fait sur tout ce qui est software development et mathématiques à peu près, quoi, en général. Et puis le second, c'est la création de contenu, du copywriting, essayer d'améliorer du contenu, quoi. Moi, sachant qu'Anthropic, en plus, leur modèle Claude est plutôt intéressant sur la création de code, en tout cas tout ce qui est les use cases de code. Donc on peut considérer que déjà il y a une surreprésentation des cas d'usage code. Donc on voit déjà que si on enlève un peu cette surreprésentation, c'est que la partie génération de contenu est déjà énorme. Mais c'est là où en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est comment tu feras une différence, au-delà de être capable d'analyser qu'un contenu est généré par l'IA, entre du contenu vraiment de qualité. Parce qu'en fait, tu peux avoir un contenu de qualité qui a été build avec de l'IA, mais qui soit de qualité. C'est surtout ça, qui soit nouveau, qualitatif, qui apporte des questionnements. Et ça, aujourd'hui, je pense que faut le chercher. Faut le chercher et il est noyé dans l'IA. Il faut le chercher, il faut le trouver, il faut faire de la curation. Et c'est pas si simple. C'est pas si simple. Du coup, pour toi, Nicolas, sur cette année 2025, quels sont les 3 sujets un petit peu que tu vois un peu émerger sur la scène de l'IA, du data et du product? Je pense qu'il y a un premier qui est assez intéressant, qui est émergent. Enfin, je vais plutôt parler certainement c'est un peu plus corporate entreprise, mais il y a eu, je ne sais plus si j'en souviens, au début 2000, enfin mi-2000, qui était Software is Eating the World, qui était un super article qui était paru dans Wired. Je ne suis plus sûr où il était paru cet article, qui en gros décrivait comment le software allait s'imprégner partout dans les organisations, etc. Ça a été totalement le cas avec Salesforce, SAP qui était déjà très présent. Enfin, maintenant, il y a du software partout. Et cette année, il y a une question, et j'en ferai un article, ça c'est sûr. Sur Parabole, du coup. Probablement sur Parabole. Bien. Qui sera Software is Eating AI. Et je trouve ce sujet qui est sous-estimé. En fait, j'ai lu un article, un article qui est paru dans une des revues du MIT,
qui a été écrit par NVIDIA, des patrons de NVIDIA, enfin de partie assez haute du management d'NVIDIA, qui décrivait en 2017 comment l'IA allait hit the software. Et je trouvais vachement intéressant parce qu'il expliquait que l'IA allait être prégnante partout, etc. Mais ce que je trouve aussi intéressant aujourd'hui, c'est que le software est en train de manger l'IA. Je m'explique. C'est que les hyperscalers et globalement tous les software vendors, bon, d'une part, ils intègrent tous très très vite l'IA et ils construisent des briques technologiques qui te permettent de déployer très vite l'IA. Donc en fait, là où avant l'intelligence artificielle, c'était des composants qui pouvaient être très techniques, compliqués à développer et à construire, à déployer. Bah aujourd'hui, en fait, avec les softwares, on va voir, comme on a pu avoir à l'époque du web, en fait, où en gros, construire un site, fallait construire tes pages, les mettre à travers d'un client FTP en ligne sur un serveur, avoir une base connectée SQL, etc. Bah là, aujourd'hui, tu peux tout simplement imaginer construire un modèle d'IA en quelques clics et le déployer. Et ça, c'est, je pense, ma première trend, c'est Software Editing AI. Et ça va être de plus en plus prégnant, de plus en plus accessible. Et ça pose plein de questions qui sont la place de comment on surveille ce que font les IA, le black box qui était déjà présent, mais c'est encore plus. Comment tu gères tes flows, tes pipelines, ta structure, ton architecture dans un monde où en fait l'abstraction de l'intelligence artificielle et des algorithmes rentrent dans d'autres softwares. Donc des choix cruciaux en termes de stack que tu vas prendre. Et puis un autre point qui est plus organisationnel et humain, c'est quelle est la place du métier de data scientist. Et ça, je pense qu'on en parlera avec quelqu'un qu'on connaît bien, qui travaille avec nous. Quelle est la place du data scientist là-dedans? Là où ce métier a explosé, les compétences mathématiques, algorithmiques, etc. ont été ultra demandées. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai questionnement sur quelle est cette place quand tu vas pouvoir déployer des modèles avec quelques clics au travers d'un software. Il faudra toujours les paramétrer, mais si ces modèles sont embeddés directement dans une solution, ça pose beaucoup de questions. Donc ça, c'est ma première trend, je pense, qui est très liée du coup à aussi l'IA générative qui en fait un accélérateur. Je pense que la deuxième trend, c'est certainement l'explosion et l'arrivée d'un modèle, enfin en tout cas d'une IA verticalisée qui va certainement disrupt une industrie. Là, je m'explique, c'est que on a eu d'une certaine manière des géants de la tech de l'IA. Je pense beaucoup à Palantir parce que je connais plutôt bien, on peut travailler avec eux, qui ont fait clairement des cas d'usage, qui ont développé des choses assez exceptionnelles dans la défense et l'aérien. Et la question que je me pose, c'est est-ce que cette année, on n'aura pas un géant de la Gen AI qui va arriver et qui va peut-être, dans le retail, permettre d'automatiser plein de flows dans le retail. Donc, génération de fiches produits, génération de campagnes, tout intégré. Il y a quelques boîtes déjà qui existent sur le marché qui font ça. C'est pas Typeform sur les formes, mais c'est une autre Type qui a levé 500 millions aux États-Unis, qui traite de toute la génération de contenu marketing, mais là, plutôt dans le retail, peut-être qu'il y en aura une. Ça, c'est mon deuxième point. Donc, la Gen AI Disruption, je vais l'appeler comme ça, qui pour une industrie qui va certainement se passer. Il y a aussi dans les méga trends, j'avais vu passer le sujet de l'IA ou de la Gen AI, la boîte autonome. Je ne sais plus qui a dit ça, que cette année, il y aura une première boîte autonome qui sera licorne. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura une boîte avec 2 salariés, un CEO puis un CTO. Le CEO fera l'offre et le CTO paramétrera l'algorithme et puis terminé. Voilà. On ne sait pas. Donc ça, c'est deuxième méga trend que j'ai en tout cas en tête. La troisième, certainement, c'est, et elle est moins optimiste, c'est une révolution économique. Les révolutions économiques, elles sont souvent soldées par les transformations des organisations, avec des changements brutaux, comme chaque révolution économique, je veux dire industrielle, pardon. Et en fait, ces révolutions industrielles, elles sont souvent, en tout cas, soldées par des nouveaux procédés, des nouveaux moyens de production, des nouvelles ressources. Et là, je pense qu'on arrive aussi dans cette nouvelle révolution qui va engendrer certainement un choc très important dans le travail. Donc les gens qui vous disent que l'IA ne va pas tout bouleverser ou qui ne va pas changer le travail, je pense qu'ils ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui sont à risque. Beaucoup de métiers qui sont à risque.
même si les gens adoptent l'usage des technologies, adoptent l'usage de la Gen AI, on le voit dans nos métiers au quotidien, les choses vont beaucoup plus vite. Utilisant la Gen AI au quotidien, on sent que ça va beaucoup plus vite. Et en fait, la question qui vient derrière, c'est quel va être l'impact sociétal de ça. Et moi, c'est un sujet qui est beaucoup plus profond, qui est la révolution industrielle de la Gen AI. C'est quelle position on peut avoir pour créer des IA qui nous apporteront sociétalement, donc dans notre société, et qui apporteront justement qui soutiendront une révolution industrielle et qui nous aideront dans ça en tant qu'humains et de société. Et là, c'est plutôt un risque. C'est une méga trend de risque. Ok. Il y a deux boosters incroyables, mais il y a une méga trend de risque. Et ça, c'est les entreprises qui vont devoir subir un choc très important. C'est qu'est-ce que tu fais de 5000 conseillers pour lesquels une bonne partie de leur process, tu vas pouvoir les automatiser. Alors vous pourrez toujours dire oui, mais non, ils vont être augmentés par la Gen AI et les AI, etc. Mais si vous faites les calculs, c'est sûr qu'il y aura des choix d'organisation où il n'y aura pas de remplacement ou pas d'option de renforcement de ces équipes. Et du coup, ça posera des questions. Quelles sont les transitions professionnelles pour toutes ces personnes? Parce que si vous êtes aujourd'hui un conseiller, que vous allez devenir orchestrateur d'opérateurs et de chat, très vite, la question va se poser, est-ce qu'on ne peut pas vous remplacer directement? Donc, voilà. C'est un peu ces trois choses qui me reviennent régulièrement en tête. La dernière étant pas très encourageante, mais c'est une réalité, je pense, sur laquelle il faut se poser les questions et les bonnes, et pas se cacher derrière. Non, ça va enrichir nos process. Non, ça va. Non, il faut se poser des questions peut-être de réorganisation très très profondes dans la manière dont dans les entreprises travaillent et vont travailler. Absolument. Voilà. Super, merci beaucoup Nicolas pour ces éléments très instructifs et enrichissants. Nicolas, vu qu'on arrive un petit peu vers la fin de ce premier podcast, qui je pense la conversation elle était super intéressante, très enrichissante. Je pense qu'on a échangé des choses pas mal sur des cas concrets, des outils qu'on utilise. Je te propose de faire un petit jeu de questions éclairs. Si tu Vas-y. veux, et on essaie d'y répondre du tac au tac. Vas-y. Ça te va? Si tu as un outil indispensable que tu utilises tous les jours et qui t'aide au quotidien. WhatsApp. En fait, tellement de conversations partout. Je regroupe tout sur WhatsApp. J'utilise en prise de notes, vraiment. Ouais. Je m'auto-envoie des messages parce qu'on est trop de canaux. Donc, moi, je converge beaucoup de choses sur WhatsApp. D'accord. Super Et intéressant. toi alors alors moi, s'il y a un outil par lequel, avec quoi on a organisé, Notion. c'est Notion. Ouais. C'est les templates sur Notion. Alors, pour l'anecdote, je l'ai montré à un développeur qui travaille avec nous au quotidien, donc qui est aussi data eng. Et depuis que je lui ai montré Notion, oui, ça lui a vraiment changé la vie. C'est beaucoup plus simple pour organiser ses notes, techniques, etc. Et maintenant, il est devenu super pro dessus. Et sincèrement, c'est vraiment pas mal. Allez, question 2. Question 2. Un impact concret de l'IA. Un impact concret de l'IA. C'est assez bête, mais peut-être synthèse de réunion. Gain de temps, coût de rendu, parce que ça prend un temps fou à tout le monde. Et là, aujourd'hui, tu peux l'automatiser en 5 minutes. Quoi. C'est assez... même des réunions complexes. Hein, il y a Tactic qui existe pour prendre des notes automatisées. Tu as Zoom qui a des modules complémentaires. Mais ouais, franchement... J'ai entendu aussi parler de Otter.ai, O-W-T-E-R.io. Ok. Et donc, ça permet aussi d'enregistrer, de le poser comme ça lors d'une réunion. Après, il y a toute cette question de privacy. Ouais. Après, si l'outil est intégré, qui a tout qui est stampé dans une boîte. Mais ce qui est fou, c'est qu'on n'imagine pas le nombre de réunions dans des corporates qu'il y a et le nombre de temps que les gens prennent à synthétiser les réunions. Alors parfois, dans certaines boîtes, ils le font pas du tout, et auquel cas, voilà, mais certaines boîtes prennent un temps fou à faire ça alors qu'il peut être automatisé. Et toi, tu as un petit impact concret, du coup? De l'IA, sincèrement, celui qui m'a le plus bluffé là dernièrement, je t'en ai parlé, c'est les deux outils Lovable et Replit. Ce que tu disais.
Je les ai montrés aussi en démonstration en direct à des développeurs seniors avec Mm. une certaine seniorité. Et la plupart d'entre eux m'ont dit c'est extrêmement bluffant ce Mm. qu'on peut faire avec ça. Et il y en a un carrément qui m'a dit que ça allait être vraiment difficile maintenant pour des développeurs Ah oui, oui, juniors bah, ça, d'intégrer le marché. bah, on n'en a pas parlé, mais la révolution que j'évoquais tout à l'heure, bah, les développeurs, c'est. Alors après, je pense que c'est surtout une évolution de compétences sur ce sujet-là, mais ouais, ça a tout à fait raison, hein. Les plus juniors, c'est compliqué. Mm. Autre question, peut-être l'avenir du PM, du product management Mm. dans ce contexte de data et IA en une phrase. Hmm. Euh, certainement, plus de data et plus raccourcissement plutôt, raccourcissement des cycles de tests. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de PM qui se basent sur des interviews qualitatives, etc. J'en ai vu dans certaines startups orientées data, où en gros, la part aux interviews était très importante à l'humain, mais la part data était très faible, ce qui est très paradoxal. Et c'est pas la première fois. Il y a plusieurs boîtes où j'ai vu, en fait, même très tech, très peu de données, très très peu de données. Et là, j'ose espérer qu'aujourd'hui, toutes les boîtes startups euh, sont upgrade sur ces sujets-là et qu'il y ait une part plus importante d'équipement et sur les équipements de test aussi. Enfin, la A/B testing, c'était il y a 10 ans, quoi, voire plus. Déjà, on a passé l'étape du split testing et puis demain, ce sera peut-être le general testing où en gros, tu fais le test en live. Donc, je te rejoins aussi beaucoup là-dessus. Donc certainement, ça, en une phrase, plus de data et raccourcissement des cycles de test. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vois, toi, sur l'avenir du PM en une phrase? Bah, déjà, il y a un avenir. Parce qu'à un Ouais, moment c'est donné, vrai. on nous disait que le product management était C'est vrai. mort. Tu sais, il y a eu toute la vague de l'agilité est morte. Ouais. Alors que maintenant, toutes les boîtes, elles ont des tickets Jira, ils ont Ouais. des outils bien comme il faut, ils ont des daily qui ont été intégrés, Ouais. ils ont du test de bout en bout. Bah, effectivement, quand tu as atteint ce Ouais. stade-là avec l'agilité, elle n'est pas vraiment morte, elle est maintenant intégrée. On a besoin de passer à l'étape suivante, quoi. Pas dans toutes les boîtes, mais ouais. Pas dans toutes les boîtes, Ouais. exactement. Mais pour certaines boîtes, en fait, effectivement, elles ont déjà atteint un stade de maturité en agile qui est vraiment intéressant. On nous disait aussi que le product management était mort. Ça aussi, c'était beaucoup. Voilà, ça tournait énormément dans les contenus qu'on pouvait voir sur LinkedIn. On est d'ailleurs très présent sur LinkedIn avec Mm. Parabole. Mm. On a aussi une page sur laquelle on va partager énormément de choses. Parabole Donc sur LinkedIn. Ouais. n'hésitez pas à suivre, à vous abonner, à nous donner de la force. Mm. Mais effectivement, le product management, non seulement il n'est pas mort, mais avec les outils dont on vient de parler, je pense que même le product manager ne va plus être, on va dire, tout simplement à être là comme un chef d'orchestre, à Mm. aider l'équipe à aller délivrer le bon produit Mm. pour le user, mais il va être aussi quelqu'un qui va faire à un moment donné des choses. Mm. Avec l'IA, ça va lui permettre de faire du maquettage plus rapidement. On va pouvoir aller beaucoup plus vers le produit très rapidement avec des équipes très réduites et Mm. très condensées, quoi. Figma fait pas mal d'évolutions Absolument. là-dessus. Ouais. Dernière question, moi j'en ai une sur les questions éclairs. C'est quoi l'avenir de la data? C'est très vague, hein. L'avenir de la data, ouais. C'est une question intéressante. L'avenir de la data, c'est le combustible de l'IA, hein. Ouais, c'est ce que souvent été dit, hein, le oil of engine of Absolument. software. Et donc, l'avenir de la data, moi, je dirais que, en tout cas sur les produits sur lesquels moi je travaille au quotidien, on a un véritable défi de la qualité de la donnée. Toujours. Mm. Ça veut dire qu'on arrive à sortir des produits qui sont Mm. intéressants dans leur interface, etc., qui fonctionnent très bien, mais la qualité de la donnée est toujours à améliorer. Mm. Et lorsqu'on parle aussi d'améliorer la qualité de la donnée, on va aussi parler de l'augmentation des capacités, vraiment d'infrastructures à pouvoir gérer cette donnée-là et avoir des ratios qui puissent être tout le temps intéressants. Et donc là, il y a une question aussi entre l'investissement, optimisation Mm. pour les entreprises, dans quelle direction elles veulent aller. Mm. Mais il y a un coût. Il y a un coût. La qualité de la donnée, c'est pas gratuit. Mais effectivement, si on arrive à avoir une très bonne qualité de la donnée, une interface plutôt jolie, là, on a un produit qui est vraiment intéressant. Mm. Mm. Ok. Moi, je te donne moi, mon avis Vas-y. sur l'avenir de la data. C'est certainement imprédictible. Ce serait bien osé. Enfin, en tout cas, je doute pas. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que
En fait, là où on voyait des tendances clairement à venir sur l'IA, sur les modèles même utilisés dans l'IA, avec quelques ruptures, que ce soit deep learning, machine learning, en tout cas dans les méthodes, parce que les pratiques existaient déjà depuis longtemps, et le knowledge aussi, mais sur comment l'appliquer. C'est vraiment imprédictible. En gros, je pense que là où on voyait à 2 ans à venir les technologies, je pense qu'aujourd'hui c'est très très compliqué de se dire dans une année ce que sera fait de la data, comment on l'opère dans les organisations. Mais ce qui est riche et ce qui permet aussi de se projeter sur des cycles beaucoup plus courts, beaucoup plus agiles, pas le choix. Mais c'est ce qui est extrêmement intéressant. Tu sais, il y a notre ami Marty Kagan, le fameux auteur de Transform, Inspired, plein de bouquins de product management, qui aime bien sortir cette phrase « Life is too short for bad products ». C'est vrai. Je pense qu'on peut terminer sur ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit ? On peut même dire life is too short for bad data. Donc, vous prenez pas trop la tête sur des produits où la data est pas de bonne qualité. Skipper, puis aller de l'avant. Absolument. Bon, merci en tout cas pour ces premiers échanges, c'était cool. Super, merci à toi aussi. Et on se retrouve très vite sur Parabole. À très vite. Bonne journée à tous. Oui, bravo, c'est bien. Trop bien. C'est pas mal. Allez, go, repack.